Pour ma remise de diplôme, mes parents m'ont offert une lettre de déshéritement. De la part de nous tous, a annoncé maman depuis le restaurant. Ma sœur a filmé ma réaction pour leur divertissement. Je les ai remerciés, j'ai pris les papiers et je suis sortie. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais déjà accompli. Le restaurant était l'un de ces endroits hors de prix où les serveurs sont vêtus de noir et parlent à voix basse. Des lustres en cristal pendaient du plafond, et chaque table avait des orchidées fraîches en centre de table. Ma mère, Claudia, avait insisté pour réserver chez Romano S 3 mois à l'avance. Elle m'avait dit que c'était pour célébrer ma remise de diplôme de la faculté de droit. Major de ma promotion à Stanford. Toute la famille serait là, avait-elle dit. J'aurais dû me méfier. Quand je suis arrivée, ils étaient déjà assis. Mon père, Raymond, était assis en bout de table dans son costume bleu marine, le même qu'il portait pour les réunions du conseil d'administration. Ma sœur, Miranda, était à côté de ma mère, son téléphone déjà à la main. Elle n'a même pas levé les yeux quand je me suis approchée. Mon beau-frère, Quentin, m'a fait un signe de tête mal à l'aise. Il avait toujours été le seul décent parmi eux, mais il avait appris depuis longtemps à se taire. La voilà, annonça Claudia, sa voix empreinte de cette douceur artificielle qui signifiait des ennuis. Notre diplômée. Je me suis assise en lissant ma robe. J'avais choisi quelque chose de simple mais d'élégant. Bleu marine avec un décolleté modeste. Ma cérémonie de remise de diplôme avait eu lieu 3 jours plus tôt. Aucun d'entre eux n'y avait assisté. Claudia avait prétexté un déjeuner de charité. Raymond avait un tournoi de golf. Miranda se faisait faire les ongles. Le dîner a commencé assez normalement. Raymond a commandé une bouteille de vin coûteuse sans consulter personne. Claudia a parlé de son prochain voyage dans les Hamptons. Miranda s'est plainte que son architecte d'intérieur ne comprenait pas sa vision pour la cabane de piscine. J'ai poussé des pâtes dans mon assiette et j'ai attendu. Le dessert est arrivé. Tiramisu pour toute la table. Le téléphone de Miranda s'est levé, pointé directement sur moi. Le petit voyant rouge d'enregistrement brillait dans la lumière tamisée du restaurant. Alors, ma chérie, commença Claudia en fouillant dans son sac à main de créateur. Ton père et moi avons discuté de ton avenir. Elle a sorti une enveloppe craft et l'a posée sur la table entre nous. Le papier était rigide, officiel, juridique. Nous avons décidé qu'il était temps que tu apprennes à voler de tes propres ailes, ajouta Raymond, sa voix portant ce ton condescendant qu'il utilisait pour expliquer pourquoi il ne financerait pas l'une des virées shopping de ma mère. Tu es avocate maintenant. Tu n'as plus besoin de nous. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé un visage neutre. Des années de dîners de famille m'avaient appris à cacher mes réactions. Nous avons demandé à nos avocats de préparer les documents, a poursuivi Claudia en faisant glisser l'enveloppe vers moi. Ceux-ci rompent officiellement tous les liens financiers et juridiques entre nous. Tu n'es plus bénéficiaire d'aucune fiducie, d'aucun testament ou d'aucun patrimoine familial. C'est pour ton bien, dit Raymond en prenant une gorgée de son vin. Tu nous remercieras plus tard. Le téléphone de Miranda restait stable, capturant chaque seconde. Ses lèvres se sont courbées en un sourire qu'elle ne prenait pas la peine de cacher. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels, notariés et signés. Une lettre de déshéritement aussi formelle que possible. Un langage sur le retrait du testament. La cessation de tout soutien financier. La résiliation de l'accès aux comptes familiaux. Ils avaient été minutieux. De la part de nous tous, annonça Claudia en désignant la table. Ces diamants captaient la lumière. Les mêmes diamants que mon grand-père avait offerts à ma grand-mère avant que Claudia ne fasse remonter les pierres dans quelque chose de plus moderne. J'ai lu les papiers lentement. J'ai laissé le silence s'étirer. Miranda continuait de filmer, espérant probablement que je pleure. Que je supplie, que je fasse une scène dont ils pourraient rire plus tard à leur country club. Au lieu de cela, j'ai plié les papiers soigneusement et les ai remis dans l'enveloppe. Puis j'ai levé les yeux et j'ai souri. Merci, ai-je dit simplement. Claudia a cligné des yeux. Quoi? J'ai dit, merci. C'est très généreux de votre part. Je me suis levée en prenant mon sac à main.
J'apprécie que vous vous soyez donné tout ce mal. Les frais d'avocat ont dû être conséquents. Le visage de Raymond s'est assombri. Tu ne vas pas faire de scène? Pourquoi le ferais-je? Vous venez de m'offrir le plus précieux cadeau que je pouvais espérer. J'ai glissé l'enveloppe sous mon bras. La liberté de vous tous. Miranda a légèrement baissé son téléphone, confuse. Je suis sortie de Romano S sans me retourner. Derrière moi, je pouvais entendre la voix indignée de Claudia s'élever. Laissez-les croire qu'ils avaient gagné. Laissez-les croire qu'ils m'avaient brisé. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais déjà accompli. 3 ans plus tôt, pendant ma première année de droit, j'étais rentrée à la maison pour Thanksgiving. Miranda venait d'annoncer ses fiançailles avec Quentin, dont la famille possédait une entreprise technologique prospère à Austin. Claudia était aux anges. Enfin, une enfant qui faisait un beau mariage, qui lui donnerait des petits-enfants à exhiber au club, qui comprenait l'importance des apparences. Je les avais entendus dans le bureau après le dîner. Claudia, Raymond et mon oncle Preston, qui était venu de Chicago. Ils discutaient du patrimoine familial, des fiducies, des structures de succession. Je me tenais devant la porte, tenant un verre d'eau que j'étais allé chercher, écoutant. Miranda, avait dit Raymond, quand elle épousera le jeune Ross, elle sera à l'abri. Mais celle-là, il parlait de moi, tout ce qu'elle fait, c'est étudier. Aucune perspective. Aucune relation sociale digne de ce nom. Elle est mal à l'aise en société. Claudia avait acquiescé. Tu l'as vue au gala des Johnson? Elle a passé toute la soirée à parler de droit fiscal avec leur comptable. De droit fiscal, à une fête. Nous devrions arrêter les frais, avait suggéré Preston. Pourquoi jeter le bon argent après le mauvais? Elle ne fera jamais un beau mariage. Elle finira probablement comme une sorte d'avocate commis d'office gagnant environ 28 000 € par an. Attendons qu'elle soit diplômée, avait décidé Raymond. On verra si elle réussit au moins le barreau. Si c'est le cas, on la lâchera. Sinon, on reconsidérera. Inutile de soutenir quelqu'un qui ne peut même pas gérer ça. Ils avaient ri. Tous les trois, comme si j'étais un investissement raté, une action qui n'avait pas performé. J'étais remontée sans un bruit. Le verre d'eau tremblait dans ma main, mais mon esprit était déjà en marche, déjà en train de planifier. Le lendemain, j'étais retournée à l'université plus tôt que prévu. Je leur ai dit que je devais étudier. Je suis allée directement voir ma conseillère pédagogique, le professeur Sarah Jennings, l'une des avocates les plus respectées en droit des sociétés. Elle m'avait prise sous son aile depuis mon premier semestre, voyant en moi quelque chose que ma famille n'avait jamais vu. J'ai besoin de votre aide, lui ai-je dit. J'ai besoin de comprendre les fiducies familiales, la planification successorale et la structure des entreprises. Tout, pas seulement les bases que nous couvrons en cours. J'ai besoin de savoir comment protéger des actifs, comment construire un patrimoine de manière indépendante, comment m'assurer que personne ne pourra jamais me contrôler financièrement. Le professeur Jennings avait étudié mon visage un long moment. C'est personnel. Viens dans mon bureau lundi à 7 heures. On commencera à ce moment-là. Pendant les 3 années suivantes, le professeur Jennings m'a donné une éducation au sein de mon éducation. Elle m'a présenté à des contacts en planification successorale, en droit des sociétés, en banque d'investissement. J'ai tout appris sur la gestion de patrimoine, la protection des actifs et l'indépendance financière. J'ai fait des stages qui n'avaient rien à voir avec mes projets de carrière éventuels, et tout à voir avec la compréhension du fonctionnement réel de l'argent. Pendant ma 2e année, j'ai commencé à faire du conseil en parallèle. Des petits cas au début, des entreprises qui avaient besoin de révision de contrats, des startups qui avaient besoin de structures juridiques. Je facturais des tarifs raisonnables et je me suis bâti une réputation de rigueur, de rapidité et de discrétion. Le bouche à oreille s'est répandu dans la communauté technologique, en particulier dans la Silicon Valley. À ma 3e année, j'avais assez d'économies pour investir. J'avais trouvé une start-up appelée DataStream. 3 décrocheurs de Stanford avec une approche révolutionnaire de la cybersécurité. Leur technologie était brillante, mais leur structure d'entreprise était un désastre. J'ai proposé de redresser leur cadre juridique en échange d'une participation au capital.
2% de l'entreprise, ils avaient accepté. L'entreprise est passée de 3 personnes dans un garage à 50 employés en 6 mois. Au moment de ma remise de diplôme, Datastream venait d'être racheté par une grande société de technologie pour 800 millions de dollars, soit environ 736 millions d'euros. Ma participation de 2% valait 16 millions de dollars, soit près de 15 millions d'euros. J'avais gardé le secret, je ne l'avais dit à personne, pas même à Quentin, qui aurait compris. L'argent reposait sur des comptes d'investissement, diversifiés et protégés par des structures juridiques que j'avais moi-même mises en place. Ma famille n'en avait aucune idée. Ils pensaient que je ne faisais qu'étudier, que j'étais juste leur petite fille ennuyeuse et maladroite qui ne pouvait pas trouver de mari. La semaine avant la remise des diplômes, j'avais demandé à mon propre avocat de rédiger des documents, une renonciation formelle à toute réclamation future sur le patrimoine familial, une frappe préventive qui me protégerait s'ils essayaient un jour de revenir, prétendant que je leur devais quelque chose, que mon succès était en quelque sorte construit sur leur fondation. J'avais prévu de leur présenter moi-même, avec quelques mots bien choisis sur ce qu'ils pouvaient faire de leur argent. Mais ils m'avaient devancé. Et ce faisant, ils avaient rendu la chose tellement plus douce. J'ai conduit jusqu'à mon appartement à Palo Alto, un petit 2 pièces que je louais depuis 1 an. Tout ce que je possédais tenait dans ma voiture. J'étais préparée à ce moment, même si je ne savais pas exactement quand il arriverait. L'appartement semblait différent quand je suis entrée. Plus léger, en quelque sorte, malgré les cartons que je devais emballer. Je me suis versé un verre de vin et me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières du campus de Stanford scintiller au loin. Cet endroit avait été mon sanctuaire pendant 12 mois, mais il était temps de passer à autre chose. Temps d'entrer dans la vie que j'avais construite en secret. J'ai pensé au jour où j'avais signé les papiers de Datastream. Les fondateurs avaient été sceptiques au début, quand une étudiante en droit leur avait proposé de réorganiser leur structure d'entreprise en échange de parts plutôt que d'argent. Ils avaient eu des avocats avant, des avocats chers de grands cabinets qui leur facturaient des tarifs horaires qu'ils pouvaient à peine se permettre et leur livraient des documents standardisés qui ne tenaient pas compte de leur technologie spécifique ou de leur trajectoire de croissance. J'avais passé 3 semaines à analyser chaque aspect de leur entreprise, protection de la propriété intellectuelle, calendrier d'acquisition des droits des fondateurs, conditions d'investissement qui les protégeraient des capital risqueurs prédateurs, plan d'options sur actions pour les employés qui attiraient les meilleurs talents. Je leur ai construit un cadre juridique qui pouvait passer de 3 à 300 personnes sans nécessiter une restructuration complète. Quand j'ai présenté mon travail, leur développeur principal, Marcus Chen, avait fixé les documents pendant 10 minutes sans parler. Finalement, il avait levé les yeux et dit, « C'est mieux que tout ce que nous avons obtenu de cabinets qui nous facturaient 20 000 $, environ 18 500 €. Pourquoi faites-vous ça pour départ ? Parce que je crois en ce que vous construisez, lui avais-je dit. Et parce qu'un jour, ces parts vaudront plus que n'importe quel tarif horaire. Vous êtes soit folle, soit brillante, avait dit Marcus. Peut-être les deux. Il m'avait donné les parts. 2% semblait peu à l'époque, mais j'avais regardé Datastream grandir au cours des 2 années suivantes, suivant chaque levée de fonds, chaque lancement de produits, chaque expansion sur de nouveaux marchés. J'ai continué à les conseiller officieusement, répondant à des questions autour d'un café, les mettant en relation avec des clients et partenaires potentiels. Ils ont suffisamment apprécié ma contribution pour augmenter ma participation à 3% sans que je le demande, finalisant les formalités 6 mois avant le début des discussions d'acquisition. Quand les pourparlers d'acquisition ont commencé, Marcus m'avait appelé personnellement. Nous sommes en discussion avec Cybercore. L'offre est substantielle, mais nous ne signons rien avant que vous n'ayez examiné les termes. J'avais passé une semaine à négocier en leur nom, m'assurant que les fondateurs obtiendraient le paiement qu'ils méritaient et que leurs employés seraient pris en charge. Le prix d'acquisition final était supérieur de près de 100 millions de $, 92 millions d'euros, à l'offre initiale. Ma participation de 3% s'est traduite par 24 millions de $, environ 22 millions d'euros, avant impôt. Après les impôts sur les plus-values et les impôts d'État, je suis reparti avec un peu plus de 18 millions de $, environ 16,5 millions d'euros. 22 millions d'euros dont ma famille ne savait rien. J'avais été prudente. L'argent avait été distribué par le biais d'une entité juridique que j'avais créée spécifiquement à des fins d'investissement,
une LLC du Delaware qui offrait confidentialité et protection. Même si mes parents avaient engagé des enquêteurs, ce que je doute qu'ils aient pensé à faire, ils n'auraient rien trouvé me liant à DataStream. J'avais inscrit le professeur Jennings comme agent enregistré, et toutes les communications officielles passaient par une boîte postale. Le verre de vin était vide. Je m'en suis versé un autre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Email après email de camarades de classe me félicitant pour mon diplôme, me demandant mes projets, suggérant que nous restions en contact. J'ai répondu à chacun d'eux avec attention. Ces personnes constituaient mon véritable réseau, bâti sur le respect mutuel et les expériences partagées plutôt que sur des liens familiaux obligatoires. Il y avait aussi un email de ma colocataire de la fac de droit, Tessa Morgan, qui avait déménagé à New York pour un poste dans un prestigieux cabinet d'avocats. On prend un verre quand tu seras en ville, avait-elle écrit. Je veux tout savoir sur la façon dont tu déchires tout dans le monde réel. Tessa avait été l'une des rares personnes à qui je m'étais confiée sur ma situation familiale. Pas tout, mais assez. Elle m'avait vu travailler tard dans la nuit sur mes projets de conseil pendant que les autres étudiants étaient dans les bars ou à des événements de réseautage. Elle m'avait demandé une fois pourquoi je me poussais si fort. Parce que je ne peux pas me permettre de ne pas le faire, lui avais-je dit. Mais ta famille a de l'argent, non? J'ai vu l'Instagram de ta mère. Elle est toujours à des galas de charité. C'est leur argent, pas le mien, et ça ne le sera jamais. Tessa avait hoché la tête lentement, comprenant quelque chose que je n'avais pas dit explicitement. Elle n'en avait jamais reparlé, mais elle avait commencé à me présenter à des gens qui pouvaient aider ma carrière, des professeurs, des anciens élèves, des avocats en pratique privée qui cherchaient des collaborateurs intelligents. Elle m'avait soutenu sans en faire toute une histoire. J'ai noté mentalement d'accepter son offre de verre. Peut-être lui apporter une bonne bouteille de vin en guise de remerciement pour 3 ans de soutien discret. Mon téléphone a sonné alors que je faisais mes valises. Miranda. Tu te crois si intelligente? A-t-elle sifflé quand j'ai répondu. Partir comme ça. Tu viens de prouver tout ce qu'il disait de toi. Tu es ingrate. Privilégiée. Tu penses que tu peux t'en sortir seule? Tu n'as aucune idée de comment fonctionne le monde réel. Tu as probablement raison, ai-je dit doucement, en pliant un pull. J'imagine qu'on verra. Tu reviendras en rampant d'ici 6 mois. Tu verras comme c'est dur sans l'argent de papa. Sans le nom de famille, tu n'es personne sans nous. Miranda, je raccroche maintenant. Bonne chance avec la cabane de piscine. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué son numéro. Puis celui de ma mère, puis celui de mon père. Une rupture nette. J'avais déjà accepté un poste chez Morrison & Associates, un cabinet prestigieux à San Francisco. Mon salaire de départ était de $200 000 par an, environ 184 000 €, ce qui aurait été amplement suffisant pour vivre, mais j'avais d'autres projets. Le lendemain matin, j'ai rencontré un agent immobilier. L'après-midi, j'avais fait une offre sur un penthouse à Pacific Heights. Offre au comptant, sans conditions suspensives. 3 chambres, vue sur la baie, parking pour 2 voitures. Le vendeur a accepté immédiatement. J'ai acheté des meubles, pas les pièces anciennes et surchargées que ma mère affectionnait, mais des choses modernes et confortables que j'aimais vraiment. J'ai engagé un décorateur qui comprenait le minimalisme. Des lignes épurées, des espaces ouverts, des fenêtres qui laissaient entrer la lumière. 2 semaines après le dîner chez Romanoes, j'ai reçu un email de Miranda. L'objet disait « J'espère que tu profites de ton indépendance ». À l'intérieur, une photo de groupe d'un rassemblement familial auquel je n'avais pas été invitée. Claudia, Raymond, Miranda, Quentin, oncle Preston, tante Sylvia, et une vingtaine d'autres parents au country club. Tout le monde souriait. Des coupes de champagne levées. Le message en dessous disait « Ne t'inquiète pas, tu ne nous manques pas. Célébration familiale sans le poids mort. Bisous. » Je l'ai supprimé sans répondre, mais j'ai passé un appel. Professeur Jennings, c'est moi. Je suis prête à lancer le cabinet. Nous en avions parlé pendant ma dernière année d'études. Un cabinet d'avocats boutique spécialisé dans les startups technologiques et les entreprises émergentes.
Le professeur Jennings serait l'associé senior, apportant ses décennies d'expérience et sa réputation. Je serai l'associé junior, apportant l'énergie, les relations dans le monde des startups et un capital substantiel pour nous lancer. La conversation a duré 3 heures. Nous avons discuté de l'espace de bureau, de la stratégie d'embauche, des types de clients que nous voulions attirer. Le professeur Jennings planifiait sa sortie du monde universitaire depuis des années, attendant la bonne opportunité. C'était celle-ci. Je devrais finir le semestre, a-t-elle dit. Donner un préavis correct à l'université. Mais d'ici août, je suis à toi. Août, c'est parfait. Ça me laisse le temps de gérer la logistique. Tu es sûr pour l'investissement en capital? Lancer un cabinet n'est pas bon marché, surtout à San Francisco. J'en suis sûr. J'ai accès à des fonds qui nous couvriront pendant au moins les 2 premières années, même si nous ne décrochons pas un seul client. Elle est restée silencieuse un moment. Vivien, je te connais depuis 3 ans maintenant. Tu n'as jamais mentionné avoir ce genre d'argent. Je l'ai gagné. Et j'ai été très prudente sur qui le savait. J'ai fait une pause. Ma famille pense que je suis juste une autre collaboratrice qui peine. J'aimerais que ça reste ainsi. Ton secret est en sécurité avec moi. Cependant, je soupçonne que ce secret ne durera pas longtemps une fois que nous ouvrirons nos portes et que les gens verront de quoi tu es capable. Le cabinet est devenu mon obsession au cours des mois suivants. J'ai trouvé des bureaux dans le quartier financier, un local d'angle au 20e étage avec vue sur le Bay Bridge. Le loyer était cher, mais l'emplacement comptait dans ce secteur. Les clients devaient sentir qu'ils travaillaient avec des professionnels sérieux, pas avec des jeunes jouant aux avocats dans un sous-sol. J'ai engagé un architecte d'intérieur qui comprenait ce que je voulais. Professionnel, mais pas guindé. Moderne sans être à la mode. Le genre d'espace où un fondateur de start-up de 25 ans en sweat à capuche se sentirait aussi à l'aise qu'un dirigeant de 50 ans en costume 3 pièces. Nous avons acheté des meubles qui dureraient. Construit des bibliothèques sur mesure pour les références juridiques. Installé une salle de conférence avec des capacités vidéo et un écran pour les présentations. Mon bureau était modeste, plus petit que le bureau d'angle du professeur Jennings, mais il avait tout ce dont j'avais besoin. Un bureau avec suffisamment de surface pour étaler des documents, des chaises confortables pour les réunions avec les clients, une crédence où je gardais les dossiers en cours. Le processus d'embauche a été intensif. Nous avions besoin de collaborateurs brillants mais pas arrogants. Travailleurs mais pas au bord du burn-out. Des gens qui comprenaient que nous construisions quelque chose de différent du modèle traditionnel des grands cabinets. Nous avons interviewé des dizaines de candidats avant d'en trouver 2 qui correspondaient. Grace Feldman, une jeune diplômée de Berkeley douée pour la négociation de contrats, et James Park, qui avait passé 3 ans dans un cabinet d'affaires avant de décider qu'il voulait travailler avec des startups plutôt qu'avec des conglomérats. Puis il y a eu le marketing. Nous ne pouvions pas simplement accrocher une plaque et espérer que les clients apparaissent. J'ai contacté tous les contacts que je m'étais fait pendant mes années de conseil. Marcus Chen de DataStream est devenu un ambassadeur officieux, nous recommandant à d'autres fondateurs de son réseau. Le professeur Jennings a puisé dans nos relations académiques, amenant des entreprises établies qui avaient besoin d'une expertise spécialisée. Nous avons écrit des articles pour des revues juridiques, nous positionnant comme des leaders d'opinion en droit de la technologie. Le site web a pris des semaines à perfectionner. Design épuré, étude de cas montrant notre expertise sans violer la confidentialité des clients, biographie mettant en avant nos qualifications sans paraître pompeuse. Nous voulions projeter à la fois la compétence et l'accessibilité. Jennings Legal Partners a ouvert un mardi de novembre, exactement 6 mois après ce dîner chez Romano S. Nous avons bu du champagne dans la salle de conférence à 17h, juste nous 4. Pas de grande fête, pas de communiqué de presse. Nous avons porté un toast à l'avenir et nous sommes remis au travail. Le premier mois a été calme. Nous nous y attendions. Bâtir une réputation prend du temps, surtout quand on est en concurrence avec des cabinets établis ayant des décennies d'histoire. Mais nous avions de la patience et suffisamment de capital pour traverser la période creuse. Notre premier client majeur est arrivé en septembre.
Une start-up de biotechnologie qui avait besoin d'aide pour naviguer dans les réglementations de la FDA et le droit des brevets. C'était exactement le genre de travail complexe et intéressant que nous voulions. Grace a pris la tête des demandes de brevets pendant que je m'occupais de la structure de l'entreprise. L'affaire a duré 4 mois et a abouti à un lancement de produits réussi et à un client très satisfait qui nous a référé 3 autres entreprises. En décembre, nous avions un flux de travail régulier. Le mot se répandait que Jennings Legal Partners obtenait des résultats sans les factures gonflées et les cauchemars bureaucratiques des plus grands cabinets. Nous étions réactifs, créatifs et nous nous soucions réellement du succès de nos clients au-delà des heures facturables. Je travaillais 12 heures par jour et j'adorais chaque minute. C'était à moi, d'une manière que rien n'avait jamais été auparavant. Pas quelque chose qu'on m'avait donné, pas quelque chose qu'on attendait de moi, pas quelque chose d'obligatoire. Construit à partir de zéro par l'intelligence, le travail acharné et la planification stratégique. Nous avons gardé le cabinet petit et sélectif. Ne prenant que des clients en qui nous croyions, des entreprises qui faisaient quelque chose d'innovant. Notre réputation a grandi rapidement. À la fin de la première année, nous avions une liste d'attente. Je n'ai jamais rien posté à ce sujet sur les réseaux sociaux. Jamais envoyé d'annonce. J'ai laissé ma famille penser que je galérais dans un grand cabinet, travaillant 100 heures par semaine pour des associés qui ne connaissaient pas mon nom. 18 mois après le dîner chez Romano S, je prenais un café avec un client potentiel dans le quartier financier quand j'ai entendu des voix familières. J'ai levé les yeux pour voir mes parents entrer dans le même café, en pleine conversation avec un homme en costume coûteux. Claudia m'a vu la première, sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est pressée en une ligne fine. Raymond a suivi son regard, son expression se refroidissant. Il ne pouvait pas vraiment m'éviter. Le café était petit, et j'étais assise près de l'entrée. Bonjour, mère. Père. Vivien, dit Claudia sèchement. Qu'est-ce que tu fais ici? Je rencontre un client. J'ai désigné la chaise vide en face de moi. Il est en retard. Je vois que tu es toujours. Raymond s'interrompit, me jaugeant. Mon tailleur était de créateur, subtil mais cher. Ma montre était une Cartier que je m'étais offerte le jour où le cabinet a réalisé son premier bénéfice. Point en train de travailler? Oui, ça se passe bien. Je n'ai pas élaboré. Tu es toujours avec ce grand cabinet, demanda Claudia. Morrison quelque chose. Non, en fait. Je suis partie il y a environ 1 an. Leurs visages ont changé. Un éclair de satisfaction. Le voilà, pensait-il. Le moment où elle admet qu'elle a échoué. Le moment où elle demande de l'aide. J'ai monté mon propre cabinet, ai-je continué doucement. Et ça marche plutôt bien. Ton propre cabinet? Le ton de Raymond était sceptique. Ça demande du capital, des relations, de l'expérience. Oui, en effet. J'ai souri. Heureusement, j'avais les 3. Mon client est entré à ce moment-là, me sauvant d'une conversation plus longue. Blake Morrison, PDG de Tech Forward, une société évaluée à 3 milliards de dollars, environ 2,8 milliards d'euros. Il était jeune, brillant et intensément loyal envers les rares personnes en qui il avait confiance. Je m'occupais de la structure juridique de son entreprise depuis le début. Vivien. Il a traversé le café à grandes enjambées, la main tendue. Désolé, je suis en retard. La réunion du conseil a duré plus longtemps que prévu. Je me suis levée en lui serrant la main. Pas de problème, Blake. Prenons cette table d'angle. En passant devant mes parents, j'ai vu leur visage. La reconnaissance se faisant jour. Blake Morrison était régulièrement présenté dans Forbes et TechCrunch. Tout le monde dans le milieu des affaires de la baie de San Francisco savait qui il était. Je ne me suis pas retournée. Au cours de l'année suivante, le cabinet a grandi. Nous avons pris des clients plus importants, des cas plus complexes. Le professeur Jennings et moi formions une équipe parfaite. Elle gérait les drames judiciaires quand c'était nécessaire. Je m'occupais des négociations, des contrats, des structures juridiques complexes qui protégeaient les innovations de nos clients. J'ai acheté une 2e propriété dans la Napa Valley,
un domaine viticole dont j'étais tombée amoureuse lors d'un week-end. C'est devenu mon refuge, l'endroit où j'allais quand la ville me semblait trop bondée. Et puis, 2 ans et demi après le dîner chez Romanoès, j'ai reçu un appel de Quentin. « Vivien, c'est moi. S'il te plaît, ne raccroche pas, j'ai failli le faire, mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai besoin de te parler en personne. C'est important. Quentin, ça ne m'intéresse pas de. C'est à propos de ta famille. S'il te plaît, donne-moi juste 1 heure. » Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un restaurant à Auckland. Quentin avait l'air fatigué, plus vieux que ses 32 ans. Le sourire facile qu'il avait toujours eu avait disparu. « Miranda et moi, nous divorçons, a-t-il dit sans préambule. Ce sera finalisé dans 3 mois. Je suis désolé, ai-je dit automatiquement. Il a secoué la tête. Ne le sois pas. J'aurais dû le faire il y a des années. Il a pris une grande inspiration. Ta famille a des ennuis, Vivien. Des ennuis financiers. J'ai posé mon verre d'eau. Quel genre d'ennui ? Ton père a fait de mauvais investissements il y a environ 2 ans. Juste au moment où Quand tu es parti. Il a mis une énorme somme d'argent dans un projet de développement immobilier qui a échoué. Puis il a essayé de récupérer les pertes en bourse. Mauvais timing. Pire choix. À quel point c'est grave ? Ils vont perdre la maison. L'adhésion au club est déjà partie. Ta mère a vendu la plupart de ses bijoux le mois dernier. Ils essaient de sauver les apparences, mais les gens commencent à s'en rendre compte. J'ai digéré l'information. Pourquoi tu me dis ça ? Parce que Miranda parle de te contacter. Elle pense que tu vas aider. Ta mère aussi. Elles m'ont posé des questions sur ce que tu pourrais valoir, si tu es toujours chez Morrison, si je sais où tu habites. Et tu leur as dit ? Je leur ai dit que je n'ai pas de contact avec toi, ce qui était vrai jusqu'à aujourd'hui. Il s'est penché en avant. Vivien, ils vont venir te voir et ils vont agir comme si les 2 dernières années et demie n'avaient jamais existé. Comme s'ils ne t'avaient pas renié dans un restaurant pendant que Miranda filmait pour s'amuser. Ils vont s'attendre à ce que tu règles ça. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ? Ce n'est pas à moi de décider. Je pensais juste que tu méritais d'être prévenu. Il s'est levé pour partir, puis s'est arrêté. Pour ce que ça vaut, tu as toujours été la meilleure d'entre eux. La seule qui ait vraiment mérité quoi que ce soit. Je suis désolée de ne l'avoir jamais dit quand ça comptait. Il m'a laissée assise là, à réfléchir. L'appel est arrivé 2 semaines plus tard. Claudia, sa voix vive et artificielle. Ma chérie, ça fait bien trop longtemps. Il faut absolument qu'on déjeune ensemble. J'ai tellement de choses à rattraper. Je suis très occupée, mère. Oh, bien sûr que tu le es. Mais tu peux sûrement accorder 1 heure à ta mère. On pourrait se retrouver à ce charmant café que tu aimais, celui où on s'est croisés. C'était quand ? Il y a 1 an. Tu avais l'air si bien. Que veux-tu, Claudia ? Silence. Elle détestait quand j'utilisais son prénom. Je veux voir ma fille. Est-ce si mal ? Tu m'as renié. Tu as demandé à des avocats de rédiger des papiers me retirant de la famille. Tu as très clairement indiqué que j'étais une déception, un fardeau. Un poids mort, selon l'email de Miranda. Qu'est-ce qui a changé, exactement ? Vivien, c'était. Nous pensions faire ce qui était le mieux pour toi. T'apprendre l'indépendance. En me reniant à mon dîner de remise de diplôme pendant que Miranda l'enregistrait. Ta sœur était juste. Elle ne voulait rien dire de mal par là. Que veux-tu vraiment, mère ? Une autre pause. Quand elle a de nouveau parlé, l'éclat artificiel avait disparu. Nous devons parler des finances de la famille. Ton père et moi avons eu quelques revers, et nous pensions que tu pourrais peut-être nous aider. En tant qu'avocate, tu dois comprendre les investissements, les structures financières. Nous pourrions utiliser ton expertise. Mon expertise ? Oui. Et peut-être une aide temporaire pendant que nous restructurons certaines choses. Nous sommes une famille, Vivien. La famille s'entraide.
J'ai laissé le silence s'étirer. J'y réfléchirai, ai-je finalement dit. Je te rappellerai. Je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai fait rédiger une lettre par mon assistante, formelle, juridique, froide. Elle leur rappelait qu'ils avaient légalement rompu tous les liens avec moi 2 ans et demi plus tôt, que je n'avais aucune obligation, légale ou morale, de fournir une assistance de quelque nature que ce soit, que tout contact futur devait passer par mon avocat. J'ai joint une copie de leur propre papier de déshéritement, ceux qu'ils m'avaient présentés chez Romano S. En bas, j'ai inclus une ligne personnelle de ma propre main, vous m'avez appris à voler de mes propres ailes. Merci pour cette leçon. Je les fais livrer par coursier à leur domicile, le domicile qu'ils étaient sur le point de perdre. Miranda a appelé ensuite, 3 jours plus tard. Pas de faux semblant cette fois. Égoïste. Après tout ce qu'on t'a donné. Nous t'avons élevé, payé tes études. Vous avez payé pour le premier cycle. J'ai contracté des prêts pour la fac de droit, vérifiez vos dossiers. Nous t'avons donné un foyer, des opportunités. Vous m'avez donné du mépris, une approbation conditionnelle et un reniement public, avec vidéo à l'appui. As-tu gardé cette vidéo, d'ailleurs? Je l'espère. Ce serait une excellente preuve si vous essayez de prétendre le contraire. Tu vas vraiment rester là à regarder ta famille tout perdre? Je vais faire exactement ce que vous m'avez appris à faire, voler de mes propres ailes, prendre soin de moi, ne pas être un poids mort. J'ai gardé ma voix égale. Professionnelle. Vous avez très clairement dit que je n'étais personne sans le nom de famille. C'est moi qui vous prouve le contraire. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Au revoir, Miranda. J'ai bloqué son numéro, aussi. Les semaines suivantes ont apporté un barrage de tentatives. Des emails d'amis de la famille, de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, soudainement intéressés à renouer le contact. Chaque message était transparent dans son but. Ils avaient entendu que la famille avait des difficultés. Ils avaient entendu que je réussissais bien. Ne serait-ce pas bien d'aider? La famille, c'est la famille après tout. J'ai supprimé chacun d'eux sans répondre. Puis sont venus les avocats. Mes parents ont effectivement engagé des avocats pour voir s'ils pouvaient contester les papiers de déshéritement au motif qu'ils étaient émotionnellement compromis en les signant. Les mêmes papiers qu'ils m'avaient présentés dans un restaurant public comme une humiliation calculée. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon avocat, David Chen, a géré l'affaire avec un amusement à peine dissimulé. Ils prétendent qu'ils étaient en détresse émotionnelle quand ils t'ont légalement renié? Les documents sont notariés, datés, et il y a apparemment une preuve vidéo d'eux te les présentant comme un acte délibéré. Ma sœur l'a filmé. Elle trouvait ça drôle. Eh bien, cette vidéo est maintenant la preuve que c'était prémédité et exécuté en pleine conscience des conséquences. Leurs avocats vont abandonner cette plainte d'ici une semaine, une fois qu'ils réaliseront à quel point cela pourrait se retourner contre eux. Il avait raison. Le recours en justice a disparu aussi vite qu'il était apparu. J'imagine que leurs avocats leur ont expliqué que poursuivre cela en justice ne ferait que créer un dossier public de leurs actions, ce qu'ils voulaient désespérément éviter. Mais Claudia n'avait pas fini d'essayer. Elle a commencé à se montrer dans des endroits où elle pensait que je pourrais être. Le café près de mon bureau est devenu interdit après que je l'ai repéré là-bas 3 jours de suite, assise seule à une table d'angle, espérant clairement que j'entre. Elle a essayé la salle de sport où j'avais un abonnement, l'épicerie que je préférais. C'était du harcèlement déguisé en sollicitude maternelle, et c'était pathétique. J'ai changé ma routine. J'ai commencé à m'entraîner dans une autre salle, à commander mes courses en livraison, à varier mes cafés. C'était ennuyeux, mais je refusais de la laisser contrôler ma vie par ce comportement de harcèlement. Le point de rupture est survenu lorsqu'elle a essayé de m'approcher lors d'un événement professionnel. J'étais à une conférence technologique, en train de réseauter avec des clients potentiels, quand j'ai senti une main sur mon bras. Claudia, vêtue de ce qui était probablement la tenue la plus chère qu'il lui restait, arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vivien, ma chérie, quelle coïncidence !» Ce n'était pas une coïncidence. L'événement avait été annoncé et mon nom figurait comme panéliste. Elle avait acheté un billet spécifiquement pour me tendre une embuscade.
Ce n'est pas approprié, ai-je dit doucement, en retirant sa main de mon bras. Je suis ta mère. Qu'en est-il pas approprié pour une mère de parler à sa fille? Quand cette mère a légalement renié ladite fille et la harcèle maintenant lors d'événements professionnels. Les gens commençaient à remarquer. Le sourire de Claudia est devenu crispé. Tu fais une scène. Non, c'est toi qui fais une scène. Et si tu ne pars pas immédiatement, je demanderai à la sécurité de te faire escorter dehors. Tu n'oserais pas? J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à David Chen. Envoie une lettre de cessation et d'abstention à Claudia. Inclut les incidents du café, de la salle de sport, de l'épicerie et la conférence d'aujourd'hui. Si elle me contacte à nouveau, nous demandons une ordonnance restrictive. Puis je me suis tournée vers l'agent de sécurité le plus proche et j'ai expliqué la situation. Il a été professionnel, courtois et absolument ferme en escortant Claudia hors du bâtiment. Elle a protesté, prétextant une urgence familiale et un malentendu, mais l'agent avait entendu assez de notre conversation pour savoir ce qu'il en était. Alors qu'on l'emmenait, elle s'est retournée vers moi. Ton père est malade, Vivien. Il a des problèmes cardiaques à cause du stress. Veux-tu vraiment avoir ça sur la conscience? J'ai ressenti un frémissement de quelque chose. Pas de la culpabilité, exactement. Peut-être juste le fantôme de vieilles obligations, de vieux schémas de pensée qui disaient que la famille signifiait quelque chose, peu importe comment ils vous traitaient. Mais ensuite je me suis souvenu du bureau, des rires. Pourquoi jeter le bon argent après le mauvais? Il devrait probablement réduire son niveau de stress alors, ai-je dit d'un ton égal. J'ai entendu dire que les procédures de faillite sont en fait assez simples de nos jours. L'agent l'a emmené. Plusieurs personnes qui avaient été témoins de l'échange m'ont lancé des regards compatissants. Une capitale risqueuse avec qui j'espérais entrer en contact s'est approchée de moi après le départ de Claudia. Problème de famille, a-t-elle demandé. Ancienne famille. Ils m'ont légalement renié. Maintenant, ils veulent revenir parce que j'ai réussi. Elle a ri. J'ai eu un oncle qui a essayé quelque chose de similaire. Il m'a mise à la porte à 18 ans, en me disant que je n'arriverais jamais à rien. Il a essayé de m'emprunter de l'argent 10 ans plus tard. Certaines personnes ne vous apprécient que pour ce que vous pouvez leur donner. Exactement. Vous me plaisez, a-t-elle dit. Prenons un café la semaine prochaine. J'ai une société en portefeuille qui a besoin de conseils juridiques. Cette seule conversation valait bien le malaise de l'embuscade de Claudia. La lettre de cessation et d'abstention est partie le lendemain, et le harcèlement a finalement cessé. Raymond a essayé une approche différente. Il a envoyé une lettre physique à mon bureau, contournant les emails et les appels téléphoniques qu'il savait que j'avais bloqués. L'enveloppe était épaisse, du papier à lettres coûteux que je reconnaissais de son bureau à la maison. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de 3 pages. J'ai failli la jeter sans la lire, mais la curiosité l'a emportée. La lettre commençait par une sorte d'excuse. Il reconnaissait que le déshéritement avait été mal géré et que les émotions étaient peut-être montées plus haut qu'elles n'auraient dû. Pas exactement une prise de responsabilité totale, mais plus proche que ce à quoi je m'attendais. Puis venait la justification. Il a expliqué les problèmes financiers en détail. L'affaire immobilière qui semblait être une valeur sûre, soutenue par des gens en qui il avait confiance depuis des décennies, le krach boursier qui avait anéanti la moitié de son portefeuille, le désespoir qui l'avait conduit à des investissements de plus en plus risqués pour tenter de récupérer ses pertes. Il a tout exposé comme une étude de cas sur la façon de ne pas gérer un patrimoine. La dernière page était la demande. Il avait besoin de 750 000 $, environ 690 000 €, pour sauver la maison et stabiliser leurs finances. Il me rembourserait, bien sûr, avec intérêt. Il avait juste besoin de temps pour se restructurer, pour se remettre sur pied. La famille aidait la famille en temps de crise. Je devais sûrement comprendre ça. 690 000 €, un chiffre précis, soigneusement calculé, suffisant pour résoudre ses problèmes immédiats, mais pas si grand qu'il paraisse déraisonnable pour quelqu'un qu'il croyait être juste une avocate qui réussit. Il n'avait aucune idée que ce montant représentait à peine 3% de mes actifs liquides. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai passée dans le destructeur de documents du bureau.
Regarder les pages se transformer en fines lanières de papier était thérapeutique. Ma réponse a été plus brève. Une phrase manuscrite sur le papier à en-tête de mon cabinet, livrée par coursier: vous m'avez appris que la famille est un privilège, pas une garantie. Vous avez révoqué ce privilège. La leçon a été apprise. Il s'est présenté à l'immeuble de mon bureau. Il a réussi à passer la sécurité en prétendant être un client. Mon assistante m'a appelé, incertaine. Il y a un certain Raymond ici pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que c'est une affaire de famille urgente. Dites-lui que je ne suis pas disponible. S'il ne part pas, appelez la sécurité. Par la fenêtre de mon bureau, je l'ai regardé se faire escorter dehors. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs, plus vieux. Son costume était beau, mais pas neuf. La confiance qui l'avait toujours entouré comme une armure avait disparu. J'ai ressenti un pincement de quelque chose. Pas vraiment de la sympathie. Peut-être juste la reconnaissance que cet homme, qui avait semblé si puissant toute mon enfance, était humain après tout, faillible, capable de faire des erreurs catastrophiques. Mais je ne suis pas descendu pour lui parler. La dernière tentative est venue de l'oncle Preston, que je n'avais pas bloqué car je ne lui avais jamais donné mon nouveau numéro. Il a réussi à l'obtenir d'une manière ou d'une autre, probablement des anciens registres de Claudia. Vivien, c'est ton oncle. J'appelle parce que tes parents sont trop fiers pour admettre à quel point c'est grave. Ton père risque la faillite. Ta mère a des problèmes de santé à cause du stress. Je sais qu'il y a eu quelques désagréments il y a quelques années, mais tu peux sûrement mettre ça de côté quand ta famille a besoin de toi. J'ai retourné son appel depuis un numéro masqué. Oncle Preston, j'apprécie que tu aies pris contact, mais je dois corriger quelque chose. Ils ne sont pas ma famille. Ils l'ont rendu très clair, très légalement et très publiquement. Ce sont des étrangers qui partagent mon ADN. Tu ne penses pas ça? Absolument que si. Tu étais là à ce Thanksgiving, tu te souviens? Dans le bureau avec mes parents, à discuter de quel gâchis j'étais, que je n'arriverais jamais à rien. Que je finirais probablement comme une sorte d'avocate commis d'office gagnant une misère. Vous en avez ri. Silence. Tu as entendu ça? Chaque mot. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que si je devais n'être rien pour vous, je serais rien selon mes propres termes. La meilleure sorte de rien. Vivien, si tu pouvais juste. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Bonne vie, oncle Preston. Les appels et les tentatives se sont poursuivis sporadiquement au cours des mois suivants, chacun plus désespéré que le précédent. Mais ma résolution n'a jamais faibli. 3 ans après ce dîner chez Roman Noès, le harcèlement a finalement cessé complètement. J'ai appris par des cercles professionnels que mes parents avaient vendu la maison. Ils sont maintenant dans un appartement quelque part en banlieue. Les conseils d'administration des œuvres de charité de Claudia l'ont discrètement retiré de leur liste. Le nom de Raymond n'est plus mentionné dans les cercles d'affaires. Le divorce de Miranda a été finalisé. Elle a obtenu la maison dans le règlement, mais pas grand-chose d'autre. La famille de Quentin s'en est assurée. Je ne ressens ni triomphe, ni vengeance. Surtout, je me sens libre. La semaine dernière, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Pas d'objet. J'ai failli le supprimer comme un spam. Vivien, c'est Quentin. Nouvelle adresse email. Je voulais te faire savoir que je lance une nouvelle entreprise et que j'aurais besoin de conseils juridiques. Si ça t'intéresse, sans pression. Je voulais aussi te dire que je suis désolée pour toutes les fois où je suis restée là sans rien dire, pour avoir été complice de la façon dont ils t'ont traité. Tu méritais mieux. Tu méritais que quelqu'un dans cette famille te défende. J'aurais dû être cette personne. Je comprends si tu ne veux plus rien avoir à faire avec nous, mais si tu es prête à me donner une chance, j'aimerais essayer d'être le beau-frère que tu aurais dû avoir depuis le début. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai demandé à mon assistante de programmer une consultation. Les gens pensent que la vengeance consiste à détruire, à tout brûler et à danser dans les cendres. Mais la plus grande vengeance est de construire quelque chose de si beau, de si réussi, de si entièrement à soi, que les personnes qui ont tenté de vous détruire deviennent insignifiantes.
Elles deviennent des contes édifiants dont on se souvient parfois en s'asseyant dans son vignoble de la Napa Valley, en regardant le coucher de soleil sur les collines qui vous appartiennent. Mon nom est Vivien. Il y a 3 ans, mes parents m'ont offert une lettre de déshéritement à mon dîner de remise de diplôme pendant que ma sœur filmait ma réaction pour s'amuser. Je les ai remerciés, j'ai pris les papiers et je suis sortie. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà bâti un empire qu'ils ne pouvaient pas toucher. Que leur rejet m'avait libérée pour devenir quelqu'un qu'ils n'auraient jamais imaginé que je puisse être. La meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est de devenir quelqu'un qu'ils ne peuvent plus blesser. C'est de construire une vie si pleine, si réussie, si authentiquement heureuse que leur absence devient une bénédiction plutôt qu'une blessure. Je n'ai jamais eu besoin de leur argent, de leur nom ou de leur approbation. J'avais juste besoin qu'ils me laissent le champ libre. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait.